Il est 13h à Koloma, bonsoir à tous, je vous donne l'information. En Guinée, le gouvernement s'active dans les préparatifs du scrutin référendaire après le lancement des audiences foraines. Une nouvelle étape est aussi franchie, l'envoi des superviseurs dans les centres d'enrôlement. Et puis, lancement à la mairie de Ratoma de la campagne nationale de vaccination gratuite des chiens contre la rage, une initiative du ministère de l'Agriculture qui vise à éradiquer cette maladie d'ici l'an 2030. Et enfin, nous irons à Zéro-Corée pour parler de la consolidation de la paix et la cohésion sociale avec les organisations féminines. Bonsoir à tous et bienvenue. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, s'active dans les préparatifs du scrutin référendaire après le lancement des audiences foraines pour la régulation des citoyens sans acte d'état civil. Une nouvelle étape est franchie. Il s'agit de l'envoi de plus de 200 superviseurs et agents dans le cadre de l'élaboration de la cartographie des bureaux de vote et des cadres d'enrôlement. On regarde le reportage de Amadou Touré. 201 superviseurs et agents enquêteurs pour un travail de géolocalisation des places publiques, les centres secondaires et les centres de déclaration des faits d'état civil. Objectif, recueillir les données GPS pour la mise en place de la cartographie des bureaux de vote des 375 communes du pays. Ces données de géolocalisation permettront à chaque citoyen de connaître tous les bureaux de vote proches de leur lieu de résidence. Tous les citoyens sur le territoire national auront la capacité de, dans un rayon proche de quelques kilomètres, de trouver un bureau de vote sur une carte et aussi faciliter l'accès des citoyens au service d'état civil. Une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers la direction des affaires politiques et administration électorale en rapport avec la direction générale de l'Institut géographique national. Les places publiques sont les centres de vote pour nous. Donc il faut aller cette fois-ci géolocaliser les places publiques pour que nous puissions embarquer la géolocalisation afin que chaque citoyen soit enrôlé directement dans son centre de vote et que son centre de vote apparaisse sur son récépissé quand il va recevoir. Mais cela aussi, c'est un outil de transparence pour nous. Ça va permettre de faire la traçabilité des procès-verbaux parce que nous avons quand même été victimes de déperdiction de procès-verbaux. Donc ces questions viennent rassurer, mettre de la crédibilité sur le processus que nous souhaitons organiser dans le cadre du vote de notre nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous sommes avec les agents en lien avec l'Institut géographique national qui vont aller sur le terrain pour aller identifier les centres qui vont servir de vote, des centres de vote pour les futures élections à travers la géolocalisation donc de ces endroits qui vont servir sur tout l'étendue du territoire national à permettre aux citoyens à aller voter et dans leur localité. Selon les responsables du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ces différentes initiatives s'inscrivent dans le cadre de la crédibilité et la transparence en amont du scrutin référendaire ambitionné par les autorités guinéennes. Pendant ce temps, à l'enseignement technique, l'heure est à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. De belles perspectives sont ainsi annoncées avec le programme d'appui à l'insertion et à l'emploi décent par la formation professionnelle. Un financement de plus de 26 millions de francs guinéens a été obtenu dans le cadre de ce programme qui vient de tenir son tout premier comité de pilotage sous la présidence de la ministre en charge de la formation professionnelle et de l'emploi. On en sait plus avec Kerno Ousmane Diallo. Suivez.
Avec le programme d'appui à l'insertion et à l'emploi décent par la formation professionnelle, le gouvernement guinéen franchit une nouvelle étape dans sa volonté de développer ce secteur avec l'appui des partenaires de l'Union européenne, de l'AFD, Enabel et la GIZ. 26,5 millions d'euros, dont 24 millions d'euros venant de l'Union européenne, vont être investis pour qualifier les programmes, moderniser les équipements et renforcer le capital humain. À cette première réunion du comité de pilotage, les parties prenantes réaffirment leur volonté d'accélérer la mise en œuvre de ce programme. C'est un projet qui vient de démarrer, donc on est en train de s'installer, on a fait quelques activités déjà, autant par rapport aux infrastructures des écoles, que l'équipement, que la formation des professeurs. Donc maintenant l'objectif dans cette deuxième année, c'est de monter en puissance, de s'étendre aussi dans d'autres régions et de pouvoir atteindre les objectifs du projet qui sont avant tout de créer de l'emploi dans les filières où il y a une demande. Le programme d'appui à l'insertion et à l'emploi décent par la formation professionnelle va notamment aider à mieux soutenir l'orientation des efforts vers les filières porteuses dans un contexte où la Guinée entame de grands chantiers pour son développement. Aujourd'hui, au niveau de l'enseignement technique, nous avons conscience des difficultés que nous avons et nous sommes en train réellement de faire une refonte profonde pour nous aligner sur les standards, pour justement que que les Guinéens puissent profiter de tous les projets structurants comme le projet Simandou et les programmes qui en découlent comme Simandou Academy et consorts, pour être en mesure d'absorber la demande de main-d'œuvre qui est à l'horizon et qui sera nécessaire pour le développement socio-économique de notre pays. Dans sa mise en œuvre sous la coordination de la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, le programme PAED va œuvrer pour faciliter l'insertion des jeunes et encourager l'implication de la gente féminine dans la formation professionnelle. Et puis la bonne nouvelle, le stade du 28 septembre sera opérationnel au mois de février 2025. C'est du moins ce qui a été annoncé par les conducteurs des travaux, alors que le ministre de la Jeunesse était allé s'enquérir de l'état d'avancement du chantier au stade de Nongo. Les travaux évoluent. Ces travaux de reconstruction et de modernisation répondent aux normes. Voyons tout cela avec Moussa Komara. Connu pour ses souvenirs glorieux dans les années 70. Ce mythique stade du 28 septembre pourrait être opérationnel dans 3 mois. Ces travaux de reconstruction évoluent à grande enjambée. Les travaux de génie civil sont quasiment achevés. Les équipements nécessaires pour la mise en place du gazon, incluant le système de drainage et d'arrosage, sont fin prêts. C'est un chantier qui a 2 phases et la première phase concerne le stade proprement dit, c'est la pelouse et le bâtiment qui habite le stade. Il y a aussi les bâtiments connexes, c'est-à-dire un grand bâtiment R+1 à usage administratif et un hall omnisport avec pour le sport de combat et quelques blocs de toilettes. Mais si nous prenons la phase A, nous pouvons l'estimer à 48-49%. À ce niveau, nous sommes très contents de l'évolution du chantier. Nous pensons que le cap sera maintenu parce que déjà dans 3 mois, le gazon va germer complètement. On pourra jouer sur le gazon. Depuis 2023, ce chantier n'a jamais connu une telle accélération malgré les contraintes de financement. Le système mécanique, la plomberie, l'électricité et l'installation des câbles pour la climatisation sont achevés. Tous les compartiments du chantier sont attaqués par les ouvriers. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui suit de très près le chantier, est enthousiasmé. L'évaluation qui a été faite ici par l'ensemble des acteurs montre que les travaux évoluent. Nous avons maintenant un bureau de contrôle qui n'existait pas avant, le bureau Veritas. Il y a maintenant 2 mois, nous attendons son tout premier rapport pour savoir ce qui est en train d'être fait. Est-ce que le taux d'exécution déclaré par l'entreprise est réel? Et deuxièmement, est-ce que tout ce qui a été fait selon les normes? Cela va nous permettre d'évaluer globalement ce qui se passe ici. Après le stade du 28 septembre, direction stade général Lansana Conté de Nongo. Dans ce stade de 50 000 places, les travaux vont lentement mais sûrement. Les équipements pour la reconstruction sont acheminés par l'entreprise. L'occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports de toucher du doigt tous les aspects qui entrent en ligne de construction. Le constat est rassurant.
Nous avons évalué la première phase qui était le premier contrat que l'entreprise avait, qui était les préalables. Et ceci aussi, ils évoluent à grands pas. Vous avez vu les statistiques. Maintenant, il reste à évaluer quels sont les travaux à faire parce que c'est un stade qui est mouse. Les travaux sont énormes. Pour la deuxième phase, nous attendons donc la proposition des travaux en termes d'offres pour que l'ACGP, qui est le maître d'œuvre, puisse travailler pour nous faire sortir le contrat de la deuxième phase et que nous aurons les budgets nécessaires parce que nous finançons tout ça avec le budget national de développement. En réunion technique avec l'entreprise contractante, le nouveau visage du stade général Lansana Conté, après reconstruction, est présenté. Le gazon sera naturel, répondant aux normes FIFA, et la toiture sera entièrement couverte. Moussa Kobara, à présent, comme chaque décembre, revenons sur les principales actions menées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Parmi les faits marquants de l'année, la création d'un marché carbone local, une grande première dans la sous-région. L'initiative permettra à la Guinée de bénéficier de revenus conséquents grâce à ses efforts de conservation des forêts. N'est-ce pas, Mamadou Alpha Baldé? On t'écoute. Plus grandes avancées dans la lutte contre le réchauffement climatique ces dernières années, le marché carbone. Bien que jugé complexe par plusieurs pays à faible émission, le marché carbone consiste à faire payer les émetteurs leur empreinte carbone aux pays capteurs de gaz à effet de serre à travers les forêts et autres zones humides. Après plusieurs années de démarches, la Guinée a officiellement lancé son marché carbone local. Il s'agit de trouver un système de compensation entre les gros émetteurs locaux comme le secteur minier et le gouvernement à travers un tarif local. La création du marché carbone est une des dispositions de l'accord de Paris sur le climat en son article 6. L'idée est d'encourager les pays au potentiel de séquestration de carbone élevé à bénéficier des retombées de la conservation des forêts, accompagner les communautés et financer des projets de développement durable. Dans cette dynamique, la Guinée a procédé cette année à la restauration de plusieurs sites écologiques et participé aux 3 COP, celle de la biodiversité en Colombie, des changements climatiques en Azerbaïdjan et de la désertification en Arabie Saoudite. Partout, le pays a défendu les projets verts du pays, comme celui du massif du Fouta, point de départ des principaux cours d'eau de la sous-région. Deuxième titre de cette édition, la mairie de Ratoma a procédé au lancement de la campagne nationale de vaccination gratuite des chiens contre la rage. Une initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui consiste à éradiquer cette maladie d'ici l'année 2030. Pour cette opération, plus de 200 000 doses de vaccins sont disponibles. Le point avec Moussa Bangoura. Cette dose de vaccin annonce le début de la campagne nationale de vaccination gratuite des chiens contre la rage. La rage est une maladie virale qui infecte les chiens et chats errants, dont les morsures sont mortelles pour l'homme. Cette campagne sera suivie des supervisions et ces supervisions se situent à 3 niveaux. Il y a le niveau vraiment préfectoral et communal et le niveau régional qui fera un suivi et le niveau national pour vraiment voir effectivement si cette campagne est en train d'être réalisée. Cette action aujourd'hui est salutaire et désormais est une rééducation sociale pour tous les citoyens sans discrimination que nous devons vacciner nos chiens et nous devons désormais avoir des carnets qui prouvent, qui témoignent que notre chien est vacciné et elle est une véritable compagnie. Pour réussir cette lutte, plus de 200 000 doses de vaccins sont disponibles au département de l'agriculture et de l'élevage. L'objectif est de vacciner 190 000 chiens dans tout le pays. Ça nous permet de prendre soin de nos animaux et de savoir que le meilleur ami de l'homme, d'abord le chien, et qui est chaque fois dans nos quotidiens, doit être aussi traité. C'est une très belle initiative
Et on demande aujourd'hui à tous ceux qui sont détenteurs, que ce soit de chiens, de singes ou de chats, on leur convie de venir les vacciner. Non seulement c'est une sécurité pour eux, mais c'est une sécurité aussi pour le voisinage. Dans les quartiers, des porte-à-porte seront organisés afin d'exhorter la population à adhérer à cette campagne gratuite pour qu'aucun chien ne transmette cette zoonose aux citoyens de la capitale et de l'intérieur du pays. Une belle initiative qui mérite d'être encouragée. Autre chose, comment promouvoir l'apprentissage de langue anglaise dans notre pays? Une compétition vient d'être lancée dans ce sens à Conakry. Elle rassemble des jeunes venus de plusieurs institutions de formation. La compétition prend aussi en compte la prise en parole en public. N'est-ce pas, Marwan Kamara? On t'écoute. Pour renforcer les compétences linguistiques des jeunes en anglais et améliorer leur prise de parole en public, un concours national de la langue anglaise est lancé à Conakry. Une compétition au cours de laquelle les candidats pourront démontrer leurs connaissances dans tous les domaines de la langue anglaise. Le programme est piloté par New Millennium English Club en collaboration avec le Centre d'apprentissage de la langue et de formation professionnelle. Cette compétition, les objectifs sont les suivants. Aider les apprenants à acquérir plus de compétences dans la langue anglaise. Donc nous avons regroupé ce monde, c'est pour leur dire que l'anglais, on peut évidemment l'apprendre en Guinée ici. Nous avons des experts qui viennent former les participants en développement communautaire, en développement personnel, en prise de parole en public et aussi en entrepreneuriat avec les compétences en informatique. Cette compétition scientifique permettra aux jeunes de maîtriser l'anglais tout en restant en Guinée et surtout améliorer leurs compétences en développement personnel. J'ai décidé de participer à cette compétition parce que je veux montrer à mes frères et sœurs guinéens qu'on n'a pas besoin d'aller au Ghana ou autre part pour apprendre l'anglais. En Guinée, nous avons d'excellents centres, d'excellents établissements. Nous avons CLAPTA. Même si tu passes 5 mois, tu peux parler l'anglais comme si tu étais allé au Ghana. Nous avons d'excellents professeurs d'anglais. Apprendre l'anglais en Malaisie, aux États-Unis, au Ghana, en Sierra Leone, pourquoi ne pas apprendre en Guinée? Mon frère, vous avez la salutation du département sur l'initiative, les engagements et votre effort résolu pour aider les citoyens guinéens à communiquer cette langue, à parler et à pouvoir écrire décemment cette langue. New Millennium English Club et le Centre d'apprentissage de la langue et de formation professionnelle œuvrent pour la promotion de la langue anglaise en Guinée depuis plusieurs années. À travers ces formations, ils comptent minimiser le déplacement des jeunes pour se former à l'étranger. Et puis après Conakry et certaines préfectures de l'intérieur du pays, Fria accueille à son tour le Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. 150 personnes du 3e âge bénéficient d'une prise en charge sanitaire. L'objectif vise à apporter des soins de qualité aux personnes qui ont participé au développement socio-économique du pays à un certain d'âge de leur vie. Retrouvons Mohamed Kamara et Aboubakar Junior Kamara pour en savoir plus. La 5e campagne de prise en charge sanitaire des personnes du 3e âge prend en charge 150 seniors de la ville de Fria. Une volonté du président de la République pilotée sur le terrain par le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables à travers le Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. Ces personnes âgées, aujourd'hui, ce ne sont pas des retraités, mais qui n'ont pas de moyens. Le président, dans sa politique de refondation de la République de Guinée, a pensé à ces personnes à travers le Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. Il met tous les moyens à notre disposition pour que nous puissions les prendre en charge. Cette vision du chef de l'État vise à ne laisser aucune catégorie sociale pour compte. Après Conakry, la prise en charge concerne les personnes du 3e âge de l'Abbé Pita de Bokeh avant Fria.
Un geste qui réconforte ses bénéficiaires. Je suis vraiment contente de ce prélèvement ce matin. Je vais recevoir encore les produits que Jean-Paul II va me donner. Et je suis contente du projet de mon général Mamadi Doumbouya. On est à cœur avec lui. C'est une satisfaction et une joie immense de la part de l'autorité préfectorale pour venir dans notre préfecture s'occuper de nos grands-parents qui sont dans le besoin. C'est aussi un remerciement qu'on a à l'endroit de l'autorité, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il est en train de faire par rapport à la prise en charge des travailleurs. Le ministère de la Promotion féminine, l'enfance et des personnes vulnérables s'engage dans l'assistance des personnes vulnérables conformément au premier pilier de la transition. Et enfin, je le disais, un titre à Zérékouré pour consolider la paix et la cohésion sociale en Guinée. La coalition nationale de Guinée pour les droits de la citoyenneté des femmes lance une campagne de sensibilisation après les régions de la Basse-Guinée. La CONAG-DCF entame l'étape de la Guinée forestière. Des organisations féminines sont réunies autour des idéaux de paix et de quiétude sociale. Mamadou Sali on t'écoute. La femme, force motrice de tout développement durable, est au cœur de cette rencontre de Zérékoré. Sa participation à la culture de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, surtout en cette période, est vivement sollicitée par la coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Si ces femmes leaders s'impliquent dans la préservation de la paix et la non-violence au sein des différentes localités dans leurs structures, je pense bien que elles sont les voies les mieux placées à prôner la paix et à inviter leurs frères, leurs fils et leurs maris à la consolidation de la paix pour que le développement soit une réalité. Parce que sans paix, pas de développement. Conscientes du rôle qui est le leur, ces femmes leaders de la Guinée forestière sont galvanisées dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Elles comptent mener cette campagne de promotion de la paix dans les communautés. On ne peut rien sans la paix. Et pour une paix, il faudrait que les femmes d'abord sachent que tout ce qui vient dans ce pays va les toucher de façon directe ou indirectement. Donc il faudrait que nous les femmes, nous nous engagions à ce que cette transition se passe dans une manière très paisible. Nous les femmes, on doit s'impliquer à la paix. Parce que c'est nous qui avons des enfants. Il y a nos petits-fils, il y a nos maris. Toujours les femmes doivent être vigilantes. Nous, on veut toujours la paix. Membre actif de la société civile, la coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes est l'initiatrice de cette campagne pour la culture de la paix, gage de tout développement. Zérékouré, Festival international du Djembé, on en parle dans ce journal. Les festivaliers se sont rendus aux îles de l'Os pour communier avec la nature. Sur les plages de Soro, ils ont passé un moment de détente, une excursion pour allier culture et tourisme à l'occasion de ce grand rendez-vous de la percussion guinéenne. Le point avec Mamadou Djoumaba et Ousmane Ba. Deuxième jour du Festival international du Djembé, destination les îles de l'Os. Une excursion sur les plages ensoleillées et féeriques de Soro, comme pour allier culture et tourisme. Les festivaliers découvrent la beauté du paysage, le sable et la brise de l'océan bleu avec ses vagues en cascade qui viennent échouer sur la plage. Une détente en communion avec la nature. Les uns se baignent tandis que d'autres profitent de l'ombre. Le tourisme balnéaire, le tourisme sur les îles, c'est aussi un type de tourisme qui permet d'allier donc au tourisme culturel la beauté du paysage de notre pays. On a des îles magnifiques, les îles de l'Os, c'est un ensemble d'îles, et donc il était important pour nous que les festivaliers viennent découvrir la richesse du beau paysage de notre pays. Et je pense que c'est une sorte de campagne de sensibilisation et de renouveau de notre Guinée pour que ces festivaliers puissent aller avec en mémoire la nouvelle Guinée, celle qui bouge, celle qui est dynamique, celle qui met en avant ceux qui marchent. Pour moi, c'est déjà une découverte de
l'âme de ce pays. On sait nous depuis l'Europe que c'est un pays qui est extrêmement riche et qui est à la racine de beaucoup dans la culture et de percussions africaines, que c'est un pays central. Et donc c'est une manière de venir découvrir à la fois ce qui se passe ici, de pouvoir ensuite promouvoir ça en Europe. Dans l'agenda de ce jour mémorable, une partie de gastronomie pour mettre en exergue l'art culinaire guinéen avec la dégustation de mets locaux. Une journée qui génère des revenus pour les insulaires. Nous bénéficions d'une journée de détente, accueillant le monde à travers ces organisations internationales aux îles. Vous voyez aujourd'hui l'engouement qui se dégage autour de cette journée. Et qui parle de tourisme parle de la culture. Et qui parle des îles parle de la joie. Et c'est cette joie que nous vivons aujourd'hui à travers cette deuxième journée du Festival international de Djembé. Après la restauration, une partie de spectacle qui fait découvrir les talents percussionnistes du ministre Moussa Moïse Silla. La journée a permis à l'équipe de se défouler afin de se débarrasser de tous les encombrants avant de regagner la terre ferme de Conakry. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Mamadou Salioba, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous à 17h, Inch'Allah. Donc, gardez bien vos fauteuils, car l'information continue sur la radio-télévision guinéenne. Très bonne suite du programme. Bonsoir.